Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci aux courageux qui restent jusqu'au dernier débat de l'après-midi. Merci de venir échanger avec nous sur la manière dont on peut dépasser le plafond de verre de la transition écologique dans les musées. Alors, si on a choisi cette thématique, c'est qu'on pense qu'il y en a un et que ça nous inquiète et qu'on essaye de poser un certain nombre de pistes, d'hypothèses, tous et toutes ensemble, pour essayer de le dépasser. Autour notamment de cet ouvrage dont on va vous reparler un petit peu, qui vient de sortir et que nous avons eu l'honneur avec Hélène Vassal et Aude Porceda de diriger, et qui accueille plus de 80 contributions du monde entier, mais beaucoup du Québec et de la France. Oui, si tu veux. C'est pas grave. Beaucoup du Québec et de la France. Et je tiens à remercier également Béatrice Roche qui est avec nous, qui nous a beaucoup aidé dans ce travail. Ce livre, on l'a publié à la collection Musée Monde. Alors Jacqueline Edelman, qui dirige cette collection, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais on lui a promis d'en dire un petit mot. C'est une collection importante, Musée Monde, alors assez sérieuse, la documentation française, c'est une édition très administrative, mais c'est important de défendre ce type d'outils pour le monde des musées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition où on peut sortir encore des pavés de 700 pages comme ça, en toute liberté. Donc c'est important pour nous de le dire et de dire que il existe une collection qui décrit et qui analyse le monde des musées et du patrimoine du point de vue des dynamiques sociales, et qui fait dialoguer entre eux des chercheurs et des chercheuses. C'est notre cas plutôt à Aude, et des professionnels de musées. C'est le cas d'Hélène. Donc ce sont des choses précieuses. Donc les uns et les autres, vous êtes tous et toutes des professionnels de musées. C'est important de rappeler à vos centres de documentation, à vos bibliothèques, que faire en sorte d'enrichir la littérature de réflexion sur les musées, ça fait aussi partie de nos missions. Ça, c'est dit. Donc, alors, de quoi est parti ce livre ? D'un constat assez fondamental, qui est qu'en réalité, si on réfléchit en tout cas à ce qu'était la définition du musée avant sa nouvelle rédaction dans le cadre de l'ICOM, le musée, c'est une institution qui est totalement congénitalement inadaptée et contradictoire avec la redirection écologique. Pourquoi ? Parce que c'est une institution qui est une institution extractiviste et artificielle, c'est-à-dire qu'elle prélève des choses dans l'environnement, alors des œuvres d'art dans l'atelier ou des artefacts naturels ou culturels, mais en tout cas, elle pose une illusion par rapport à ce qu'est la réalité des écosystèmes et de l'anthropocène. C'est qu'en fait, on a une stabilité climatique et matérielle qui est possible, qui n'existe pas en fait dans le monde vivant réel. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une institution qui est en croissance infinie, qui est même constituée juridiquement et organisationnellement comme ça, ce qui, là aussi, est en contradiction avec la sobriété écologique, et ce, d'autant plus que ces indicateurs de réussite restent encore aujourd'hui le fait d'avoir une croissance infinie des collections, des expositions, des bâtiments, dans une accélération perpétuelle. C'est aussi une institution occidentalo-centrée, qui est une institution qui a été construite par les pays occidentaux et dont la norme est celle des pays occidentaux, et qui ne tient pas forcément toujours compte des savoirs et positions autochtones et vernaculaires qui peuvent nous permettre de penser un petit peu différemment notre environnement. Et puis c'est une institution qui est relativement cloisonnée entre les musées d'art, les musées de sciences et les musées de société. Or, il se trouve que si on a envie de faire la redirection écologique, on ne va pas pouvoir continuer à séparer toutes ces questions. Alors on est parti de ça pour essayer d'observer le fait que malgré cette inadaptation congénitale, eh bien, on avait un secteur qui s'était mis en route, avec une grande antériorité de la part des écomusées et des muséums, même si on constate une accélération fondamentale depuis 2018, 2019 et particulièrement depuis le confinement. Il y a quand même à reconnaître cette antériorité fondamentale des écomusées et des muséums. C'est ce qu'on montre dans le livre, et on rend aussi hommage à cette histoire. Et puis le rôle fondamental des réseaux. Alors tous et toutes, vous êtes comme nous des hommes et des femmes de musée, donc vous êtes inscrits dans des réseaux professionnels extrêmement puissants,
et mondiaux. Il n'y a pas beaucoup de professions qui ont cette chance-là. Et c'est beaucoup sur les réseaux, et grâce aux réseaux, que ces enjeux de redirection ont été posés. Et c'est ça qu'on a voulu documenter. Plus les réseaux d'ailleurs que les politiques publiques, même si un certain nombre de politiques publiques ont pu soutenir ces démarches, et notamment celle des directeurs pionniers. On parle d'un certain nombre de directeurs pionniers qui ont d'abord expérimenté, essayé, se sont donné de nouvelles missions, de nouvelles responsabilités, et puis ont intégré ces questions-là dans les PSC. Et puis les réseaux professionnels de scénographes, de régisseurs se sont également mobilisés. Et puis tout ça a commencé à discuter, notamment autour du dépassement par l'exposition des frontières entre art, sciences, design, exposition de sciences, exposition de société. Et puis de plus en plus, le fait de développer des projets globaux. Et alors de ce point de vue-là, nos collègues québécois sont très en avance, qui ne concernent pas que la transition strictement écologique, mais aussi les enjeux sociétaux et citoyens, la manière de produire, la manière de diffuser. Et on a beaucoup entendu et lu à travers ces 80 contributions le fait que l'enjeu de la mise en cohérence était fondamental entre les contenus, la manière de les produire, la manière de les diffuser. Sauf qu'aujourd'hui, on constate les unes, les uns, les autres, collectivement, individuellement, un certain plafond de verre. Parce que des freins à la redirection existent et que ces freins, ils sont liés au fait que, au-delà des petits gestes, la réduction de l'empreinte commence à toucher au cœur des missions quand le déplacement des visiteurs et des œuvres représente jusqu'à 90% du bilan carbone. Parce que politiquement et en termes citoyens, l'enjeu écologique est remis en cause et re-questionné, qu'il y a toute une série de changements sociétaux qui sont considérés comme plus hype, plus à la mode, de l'IA en passant par des enjeux géopolitiques, qu'on a des cadres normatifs qui peuvent être bloquants et qui sont difficiles à dépasser. Et puis, il y a quelque chose qui est à la fois un vrai frein à tout ce bel espoir de faire le bien de la redirection, mais qui pourrait peut-être être une opportunité, c'est l'exposition directe aux aléas climatiques qui produit des vrais risques de maladaptation, évidemment par la climatisation. Et on sait tous et toutes que quand l'exigence première, c'est de protéger les collections, on va commencer par reclimatiser. Quand l'exigence première, c'est la sécurité, la salubrité et le confort des visiteurs, voilà, on climatise. Donc, on a des vraies maladaptations actuellement dans les musées. Et puis, on a aussi des injonctions contradictoires qui dépassent les enjeux écologiques et notamment liées au choix budgétaire. C'est vrai dans tous les pays, c'est vrai particulièrement en France, comme le montre la cartocrise de l'Observatoire des politiques culturelles. Les budgets des musées sont en baisse, cette fois-ci en valeur absolue et plus en valeur relative. Il l'était en valeur relative ces dernières années du fait de l'augmentation des frais de structure et notamment d'énergie, mais maintenant ils le sont en valeur absolue. Donc, nous, on pense qu'il y a une urgence, mais qu'il y a aussi des leviers pour qu'une nouvelle étape de cette transition socio-écologique dont vous entendez parler à longueur de salons, de systèmes, il y a systématiquement 2 ou 3 tables sur le sujet. Et nous, on a envie de dire que, au-delà de cette question d'une communauté de pensée, d'une communauté même d'expérimentation et de pratique, on arrive à une limite, mais aussi à une position possible de résistance des musées, de promotion des musées de ces enjeux politiques et citoyens, mais aussi de façon beaucoup plus drôle et beaucoup plus passionnante pour tous et toutes, le fait que les métiers des musées, les compétences des musées sont particulièrement adaptées pour que l'ensemble de la société puisse passer à une nouvelle étape. Alors, on se fait plaisir, hein. Évidemment, ce n'est pas les musées qui vont changer le monde là tout de suite demain. Mais quand même, on a 2-3 petites choses à faire valoir, notamment parce qu'il y a une chose que savent faire les musées, c'est répondre à plusieurs questions à la fois. Donc être capable de penser à la fois le confort du public et l'écologie de l'attention, de penser à la fois l'instruction, l'éducation et le plaisir et le divertissement, de penser à la fois des enjeux citoyens et artistiques. Et cette question-là, c'est une compétence que nous avons et qu'on a à faire valoir dans les territoires. Et puis, c'est aussi que directement, les métiers du musée, en fait, peuvent être des atouts pour les transitions socio-écologiques de la société tout entière. Parce que finalement, et Hélène pourra nous le redire, un conservateur qui fait de la conservation préventive, il pourrait bien en faire pour autre chose que pour des œuvres d'art.
En tout cas, il a sans doute une expertise à faire valoir. Et puis quand on y réfléchit, il n'y a pas beaucoup d'experts du climat et de l'hygrométrie sur un territoire qui ait autant de choses à dire et de subtilités sur les conséquences du trop d'eau ou du trop chaud sur les objets et les personnes. Et puis, il y a aussi le fait que les compétences historiques et patrimoniales qui sont présentes dans les musées, les compétences scientifiques qui sont dans les musées, sont aussi des expertises pour le territoire, y compris d'ailleurs pour les évolutions architecturales des villes, par exemple, qu'ils pourraient nous aider sérieusement à passer de la limitation de l'impact, ça c'est faire le bien, parce que voilà, à une position de réparation, une position régénérative des territoires. Et puis, puisque le nouveau sujet, c'est l'IA et le numérique, ils peuvent aussi nous aider à penser la question du numérique avec discernement, ce qu'on appelle la low-tech ou d'autres façons de faire, et participer évidemment à la controverse et à la recherche, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une exposition, sinon l'exposition de la controverse et en tout cas d'une problématisation. Et puis, il y a l'adaptation aux aléas climatiques. Et là, on se rend compte que ce sont des opportunités formidables, y compris de changement des contenus. C'est ce dont nous allons reparler avec nos invités sur comment être ressource pour leur territoire. Alors, on vous propose 2 binômes de discussion aujourd'hui. L'un avec d'abord avec Aude Porceda, qui est donc professeur à l'Université de Québec à Trois-Rivières, et avec Romain Nombret, qui est vice-président de la Société des musées du Québec. Et puis ensuite, on aura un échange entre Hélène Vassal, qui est directrice du soutien aux collections du musée du Louvre, et Camille Penn, qui est co-autrice notamment, mais tu pourras nous parler d'autres sujets si tu le souhaites, notamment sur le numérique, co-autrice de ce rapport assez passionnant sur la soumission directe des musées aux aléas climatiques et la façon dont ils peuvent s'adapter et non seulement atténuer leur impact. On commence avec vous. Bonjour à tous et merci au CITEM de nous accueillir et de permettre de faire connaître cet ouvrage et par le fait même tous les auteurs qui ont contribué. Donc le monde des musées, comme vous l'avez entendu, est extrêmement divers. Il n'existe pas une seule manière d'être un musée et encore moins d'être un musée engagé. Donc il faut comprendre que les contextes varient, les histoires, les disciplines, les publics, les territoires et les statuts. Et donc un musée d'art, un musée de sciences, un petit musée local ou un grand musée international ne partent pas du même point. Et c'est intéressant d'avoir cette diversité. Le but, c'est pas de normaliser les pratiques muséales, mais c'est de se dire que chacun a des forces, chacun a des faiblesses, chacun a des contraintes et des ressources, et que chacun va pouvoir, quelque part, créer sa propre stratégie par rapport à la transition socio-écologique, même si après, il y a des outils et des moyens qui existent. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une évolution qui est en cours. On voit que les musées s'organisent beaucoup en communauté de pratique, tant informelle que formelle. Donc c'est assez intéressant de voir, parce que moi je m'intéresse à cette question quand même depuis un petit moment, et là il y a une véritable structuration qui était inobservable il y a à peine 5 ans, et qui est vraiment structurante, et donc il y a un vrai phénomène qui se met en place. Donc vous voyez, on a mis quelques outils, il en manque encore, vous pouvez même aller voir le Palais des Beaux-Arts de Lille, mais je vous ai mis pour le Québec parce qu'on est le Québec, mais il y a la trousse à outils de la Société des musées québécois qui est hyper pratique et qui, vous pouvez aller fouiller, il y a vraiment plein de choses en français pour pouvoir faire la transition socio-écologique de son musée. Nous avons la communauté de pratique Muséco qui est partie de collègues, à nous, qui est là avec nous aussi, et qui a permis justement de partager ensemble. Il y a quand même une centaine de personnes. Il y a même une communauté qui est informelle, qui réunit plusieurs musées d'État. Ils sont pareil, une centaine d'employés à se réunir, à partager leurs connaissances, toute profession confondue. Et on a Ecocéno, qui est l'équivalent des augures chez vous. Et puis, on a un gros réseau des femmes québécoises en environnement aussi qui aident beaucoup à tout ce qui est événements éco-responsables. Pas juste des musées, mais de l'ensemble des territoires. Et puis d'autres outils aussi dans le monde. Donc, cela amène quelque part à une question plus large. Pendant longtemps, les musées, vous savez, ont conservé le monde tel qu'il était. Et en fait, ce que j'aurais envie de poser comme question à Romain, c'est peuvent-ils contribuer à préserver le monde tel qu'il pourrait encore être? Et est-ce que les musées peuvent devenir des lieux où on protège justement ces futurs possibles? Merci Aude. Bonjour. Aujourd'hui, je souhaitais aborder la discussion en l'articulant autour de questionnements
parce que je n'ai pas toutes les réponses. Et en partant d'un postulat assez simple, c'est que quand on parle de transition écologique dans les musées, on aborde effectivement souvent les solutions techniques ou technologiques, particulièrement les bilans carbone, bon, l'éco-conception des expositions, la gestion énergétique des bâtiments, etc. etc. Ça, c'est très important. Mais j'aimerais aussi poser une question plus directement. Si la transition écologique dans les musées se limite seulement à ces gestes environnementaux, matériels souvent, ou techniques, n'atteint-on pas assez rapidement ce plafond de verre, justement? Si nous dépassons ce schéma de pensée, que nous élargissons nos horizons, ce plafond de verre existe-t-il parce que notre imaginaire collectif lui permet d'exister? Je vous propose de déplacer légèrement la question et de prendre une approche un peu plus philosophique. Et si la transition écologique des musées se jouait moins dans nos bâtiments que dans les récits qu'ils produisent? La question que je me pose souvent. Et je vais prendre l'exemple du Québec pour l'illustrer. On voit actuellement donc un mouvement intéressant, comme disait Aude, dans le réseau muséal. Le réseau regroupe plus de 400 institutions et il est notamment structuré autour de la Société des musées du Québec, donc qui compte plus de 300 membres. Le rôle de la SMQ à ce sujet, entre autres, c'est d'outiller les institutions, de créer des communautés de pratique ou de les instiguer et de plus en plus d'accompagner une réflexion sur la mission sociale du musée. Cette dynamique s'inscrit aussi dans des collaborations internationales, notamment par l'exemple des écoles d'hiver et d'été pour les musées en transition, co-organisées entre l'UQTR et l'Université de Toulon, auxquelles la SMQ a contribué activement. Ces espaces de travail collectif témoignent d'une montée en expertise du secteur, mais aussi d'un besoin de repositionnement un peu plus large. Le diagnostic que Aude qu'on voit à l'écran, c'est ça, oui, qu'on a tenté de synthétiser là, sur l'engagement environnemental des institutions muséales québécoises, qui a été publié en 2023 par le Réseau québécois des femmes en environnement, montre que 3/4 des institutions répondantes possèdent un document institutionnel d'engagement environnemental. Une récente consultation auprès de nos membres confirme donc ces résultats et qui montrent l'engagement des musées dans la transition. Mais un chiffre est intéressant parmi tout cela. Seulement 11% des institutions répondantes avaient réalisé un bilan carbone ou un calcul de leur émission de CO2. Autrement dit, le réseau avance dans le dossier de la transition écologique, mais on sent aussi qu'il réalise progressivement que cette transition ne peut pas être seulement d'ordre opérationnel et technique. Elle devient une question de gouvernance culturelle, d'impact social, et de nouvelles manières de raconter. Et c'est là qu'un déplacement encore plus intéressant apparaît, parce que les musées sont au fond des institutions narratives, mais pas seulement. Ce sont des institutions profondément ancrées dans les territoires, dans les communautés, dans la matérialité du monde. D'une certaine manière, ils sont des laboratoires vivants de ces transformations. Ils produisent des récits, fabriquent des mémoires collectives, façonnent des imaginaires, contribuent à construire des représentations du rapport qu'une société entretient avec le monde. Alors la question devient presque inévitable pour moi. Si nos récits culturels restent les mêmes, la transition écologique est-elle réellement possible? Donc, je vais prendre l'exemple du musée que je dirige à Trois-Rivières, qui s'appelle Borealis. Donc, Borealis est un musée consacré à l'histoire de l'industrie des pâtes et papiers. Et pendant longtemps, on a raconté cette histoire d'une manière relativement classique, un récit historique centré sur le développement économique, les innovations techniques, avec un volet déjà social un peu précurseur. Et depuis le renouvellement de l'exposition permanente en 2024, on a tenté d'opérer un petit changement dans cette approche en abordant le sujet avec une approche anthropologique plus englobante. Cela nous a amené à intégrer différentes perspectives, notamment celle de la communauté autochtone Atikamekw, qui est proche en Mauricie. Cette collaboration introduit une idée assez simple, mais profondément déstabilisante pour notre imaginaire occidental, le fait que nous appartenons à un territoire et que nous ne le possédons pas. Et cette perspective change beaucoup de choses dans la manière de raconter et dans la manière dont les visiteurs perçoivent cette histoire, et je le vois à chaque jour. Alors, nouvelle question. Que se passe-t-il lorsqu'un musée change la perspective à partir de laquelle il raconte son histoire? À nous de l'explorer et de le tester. Les musées peuvent jouer ce rôle particulier, à mon sens, car nous avons la chance de pouvoir faire de nos institutions des lieux d'expérimentation, des lieux où l'on peut tester d'autres manières de voir le monde. Si nous prenons cette liberté, le musée peut devenir un espace où l'on peut imaginer, tester et même vivre d'autres manières d'habiter notre monde. Et peut-être qu'à ce moment-là, ce fameux plafond de verre commence peut-être à se fissurer. Je terminerai sur une idée assez simple.
Les musées ne sont pas des institutions neutres, ils sont des lieux où les sociétés se racontent à elles-mêmes qui elles sont, et aujourd'hui ce qu'elles pourraient devenir. Si la transition écologique exige des nouveaux imaginaires, alors les musées ont une responsabilité particulière, c'est celle d'ouvrir les récits capables de rendre d'autres futurs possibles après cette fameuse transition. Mais encore faut-il que cette contribution soit pleinement reconnue, parce que la question n'est peut-être plus seulement comment les musées peuvent-ils contribuer à la transition écologique, mais plutôt sommes-nous prêts à reconnaître qu'ils y contribuent déjà et à leur donner les moyens d'en faire un véritable levier de transformation. Et peut-être que c'est là, au fond, que se situe notre forme d'engagement moral et politique. Parce que si nous n'ouvrons pas ces imaginaires collectivement, il sera très difficile d'inventer les mondes désirables dans lesquels nous prétendons vouloir vivre. Merci. Tu veux dire quelque chose ? Vous avez ici en fait résumé exactement ce qui nous a occupé dans tout ce bouquin en fait pendant 2 ans et demi, avec des petites nuances qu'on a tenu entre nous aussi beaucoup à expliciter, parce que nous, avec Hélène, en bonne française, quand on voyait que seulement 11% des musées québécois avaient fait leur bilan carbone, beaucoup d'entre nous étaient tentés de dire peut-être vous devriez commencer par ça. Et puis, en fait, une fois que tous les musées français ont fait leur bilan carbone et puis ont constaté que, oui, d'accord, mais alors du coup, il faut se transformer fondamentalement parce que ça veut dire qu'il ne faut plus de visiteurs, quoi. On s'est dit, tiens, ça, c'est intéressant. Sauf que c'est quand même intéressant de faire le bilan carbone, surtout si on intègre une logique d'ACV avec la biodiversité, etc. Donc, l'histoire de ce livre, vous verrez, pour ceux qui auront le courage de se plonger dedans, il n'est pas forcément à lire de A à Z, hein. Il y a beaucoup de textes qui se répondent et qui ne disent pas la même chose, qui ne partent pas du même point de vue. Et c'est ça qu'on a voulu faire. C'est-à-dire dire, en fait, si on n'arrive pas à se dire que, certes, les musées ne pèsent pas pour énormément dans le bilan carbone de la planète, mais qu'ils se doivent d'être exemplaires. Certes, l'enjeu, c'est d'abord l'exemplarité. Mais enfin, si c'est pour ne pas raconter ce qui doit l'être, repenser ce qui doit l'être, réimaginer ce qui doit l'être, à quoi ça sert, c'est une vraie question. Voilà. Et ce livre, il se termine par pas mal d'espoir et puis aussi beaucoup d'inquiétude. Et c'est ça qu'on voulait vous dire aujourd'hui. C'est pas la fin de cette histoire-là, mais c'est un moment critique. Voilà. On passe à notre deuxième dialogue et on gardera du temps pour la salle. Vas-y. Maintenant, vas-y. Je pensais que je repassais après. Est-ce qu'on a le temps Oui, vas-y, aucun problème. C'est juste qu'on voulait présenter brièvement Ouais, c'est correct. Non, mais c'est bien que tu aies fait cette... Vous savez, en fait, on s'est rendu compte, puis on en discutait l'autre jour avec Lucie, c'est que nous, on n'a pas de... Enfin, on a des enjeux de ressources naturelles, mais moins énergétiques, mais moins graves que chez vous. Donc peut-être qu'aussi, ça conditionne notre vision de comment est la transition socio-écologique si on fait une première hypothèse de base. Mais je vais juste vous présenter rapidement la 3e partie de l'ouvrage, justement, qui propose une approche plus sociale à l'écologisation des musées. Et elle met en lumière tous les défis que les institutions doivent relever en lien avec les populations, les sociétés, les pays. C'est bien. Non, mais tu as fait une super transition aussi. Et ouais, on se parle tout le temps. Donc, vous voyez que j'ai essayé d'un peu de regrouper tous les auteurs, et dont une qui est présente avec nous, qui est Anouk Gingras, qui travaille au Musée de la Civilisation, qui a travaillé beaucoup sur les expositions, et voir comment, en fait, les expositions qui sont en lien avec les problématiques environnementales ne créent pas d'éco-anxiété pour mettre en action, en fait, les visiteurs. Donc, Anouk est là. Si vous avez des questions par rapport à comment réduire l'éco-anxiété et d'autres choses, comment même penser l'éco-conception de son exposition, etc., avec des champignons, et des bestioles, et vous pourrez demander à Anouk ce que ça donne comme défi. Donc vous allez voir que les auteurs s'intéressent sur la place du musée dans le territoire, ce que vient de nous dire Romain, et auprès de ses communautés. On est vraiment sur l'importance de l'impact social. Le musée est là pour le public, pour sa communauté. On a des exemples. On a Nathalie Bondil, qui est maintenant à Lima, mais qui avait travaillé sur le musée Tout Monde et qui donnait justement la place aux personnes qui sont concernées par les œuvres, en fait, directement dans ces cas-là, pour leur donner une place et pas raconter l'histoire à leur place. On a aussi beaucoup de choses. On a le Palais de Lomé, qui est super intéressant parce qu'elle montre comment un objet exposé, même en pleine exposition, est donné à la communauté qui l'utilise pour une cérémonie et le remet avec des œufs dessus.
elle a changé, l'objet a changé, mais le remet dans l'exposition. Donc le rapport à l'objet, etc. Donc vous avez des exemples comme ça qui illustrent comment le musée peut entrer en interaction avec les autres, que l'objet est vivant, que le musée est vivant et qu'il peut modifier, qu'il n'est pas fixé. Il y a aussi, bon, comme je venais de le dire, toutes les questions de participation et médiation citoyenne. On peut plus, on ne fait plus d'expos sans interroger ceux qui sont concernés, voire même les intégrer, voire les faire participer. C'est impossible. C'est même dans nos politiques de collectionnement. Maintenant, on peut plus on n'est plus les seuls experts. Donc les citoyens sont experts, surtout quand ça concerne leur histoire, que ce soit leur histoire urbaine avec des personnes en itinérance, etc. Donc c'est très vaste l'ouverture qu'il y a eu sur la réflexion des politiques de collectionnement. Et on parle aussi de muséologie sensible ou encore de l'usage, même on a une artiste qui nous parle de l'usage de la musique, qui est très intéressant, donc prendre une perspective. Il y a aussi, on a décidé dans cette partie-là aussi de parler de tout ce qui est gouvernance, philanthropie, d'économie. Le musée McCord Stewart, qui est un peu notre fer de lance au Québec. On a une super équipe, si vous ne les connaissez pas, elles sont fabuleuses et dynamiques. Et de voir comment ils ont repensé même leur plan culturel et scientifique, c'est ça, nous on appelle ça un plan stratégique, et où ils ont même demandé à la communauté, ils ont demandé aux partenaires financiers, etc. Tout le monde a participé à l'élaboration. Et ils ont à l'intérieur créé leur propre campus pour former leurs équipes et chacun s'enrichit, etc. Donc ils ont structuré, elles sont 2, et elles sont hyper dynamiques, elles ont pensé globalement l'institution. Il y a aussi tout le rapport avec les Premières Nations qui ont des lieux spéciaux pour eux, de collections qui sont accessibles qu'à eux, etc. Donc plein de choses qui peuvent désarçonner certaines règles ou certaines normes avec lesquelles on avait l'habitude jusque-là d'agir. Et là, qui nous propose d'autres manières de voir le musée et nos expertises. Et puis vous avez bien sûr, on ne pouvait pas ne pas poser la question à Serge Chaumier. Et là, vous allez avoir un texte aussi qui est peut-être qui est un peu plus critique, justement, sur la logique extractiviste, sur le greenwashing, sur est-ce que vraiment les musées peuvent aller vers la transition. Donc c'est intéressant de voir, comme le disait Lucie, de voir les oppositions, de voir les limites, de se remettre en question et de ne pas être aveuglé par un discours politique ou un discours désincarné. Voilà. Puis on a des auteurs qui vont apporter, qui vont plus parler de justice sociale plutôt que d'acteur social, pour vraiment essayer de penser le musée toujours dans une condition de... Il a un rôle pour préserver la paix, pour préserver les populations, pour préserver les sociétés. Donc il devient acteur en soi. Et puis bon, Lucie a parlé, c'est mon fils Louis, Lucie a parlé de toute l'approche régénérative et on pense que ça va être le prochain terme après transition. Vous allez beaucoup entendre parler de ça. En France, vous avez le musée d'histoire naturelle de Bourges qui est le précurseur en France sur ces questions-là avec Sébastien Machin. Et vous avez aussi, je crois, le musée de la chasse. Nous, au Québec, on a aussi nos petits musées. Mais vous allez voir, ça va être la prochaine, à mon avis. De mon point de vue, c'est le prochain terme après transition socio-écologique, qui était avant développement durable, qui était avant éco-développement. Donc, pour conclure, et puis j'ai fini. Hop, ouais. C'est juste de vous dire que malgré... j'ai du temps ? Attends, je retourne à celle d'avant. Rapidement. Ici, c'était d'essayer de voir un peu ce qui s'est dit et ce qui reste à penser dans cette partie. Et on voit que moi, j'avais travaillé dessus en 2009 sur ma thèse et je vous assure que je pouvais compter les musées à travers le monde sur ma main. C'était en 2006. Et depuis, c'est plus possible de compter. Donc, s'il y a des personnes qui doutent sur la structuration du mouvement, c'est pas possible. C'est vraiment devenu, c'est incarné maintenant dans les institutions muséales. Donc, après, il y a des hauts et des bas. Il y a eu des accélérations, des effondrements. Des accélérations, des effondrements. C'est la première fois. D'habitude, ça dure 2 ans. Là, ça dure depuis 2019. On va peut-être voir encore un creux. Mais c'est quelque chose qui se construit comme... il y a de plus en plus de gens qui sont engagés sur ces questions-là. Donc on voit que la transition socio-écologique, c'est la petite phrase en rouge, elle ne repose pas uniquement sur des solutions techniques ou des normes. Moi, dans ma thèse, j'avais dit le développement durable ne se décrète pas. On ne pourra pas décréter le changement vers la transition socio-écologique. Il va devoir se construire. Et elle va dépendre de la capacité des musées, justement, à devenir ces lieux de justice, de dialogue, de reconnaissance des populations
et de construction, bien sûr, d'un commun. Et puis je finirai sur cette diapo. Je travaille aussi sur les personnes en situation de handicap. Et vous savez comme c'est compliqué de leur donner une place dans notre société. Et il y avait un directeur du réseau l'Europe 03, le réseau des organisations pour les personnes du handicap de la région 3, donc Québec-Appalaches, et qui avait dit l'accessibilité universelle, c'est comme un plancher pour innover et non un plafond. Et j'ai repris en disant la transition socio-écologique, plutôt de voir comme un plafond de verre, plutôt de se dire que c'est un plancher sur lequel on peut innover. Et ça permet justement, comme le disait Romain, de réfléchir, de reconstruire les récits. On a une occasion de changer. Il n'y en a pas beaucoup dans les moments de notre société. Nous, on est dans ces moments-là. Et je pense qu'on peut décider collectivement d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est aussi ce livre, il est un moment où il montre comment on est passé des logiques de développement durable, d'efficacité écologique, c'est-à-dire on fait la même chose qu'avant, mais en utilisant moins d'énergie et de ressources, à, tu le disais, Aude, une logique de la sobriété, c'est-à-dire on a une quantité finie de ressources et d'énergie, et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ? Donc, se reposer la question des contenus. Et puis, cette question d'une démarche holistique, c'est-à-dire d'essayer de voir le musée comme un organisme vivant ou non vivant, en tout cas un écosystème, pour reprendre les enjeux de la biodiversité, avec différentes composantes, le public, les visiteurs, le territoire, les professionnels, le bâtiment, etc., qui se rendent des services écosystémiques au service d'une vie générale. Et ça, cette question-là, elle est relativement intéressante, et c'est ce qui nous amène à ce moment de l'après-livre où on commence à parler de régénération, c'est-à-dire non pas seulement ne pas nuire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer. Et puis aussi à passer d'une logique d'atténuation à une logique d'adaptation. Finalement, c'est ça, passer de l'efficacité à la sobriété, c'est comment en fait on s'adapte à à un nouvel état du monde, qui est un état du monde qui est en crise écologique fondamentale. Et c'est ce que vous avez commencé à montrer, notamment Camille, vous avec le rapport global du Louvre et Camille avec le rapport des musées sur l'adaptation. On passe à vous. Merci Lucie. L'idée, c'était de réfléchir au musée comme espace d'innovation et notamment dans la 4e partie de l'ouvrage. Une grande question centrale est posée, c'est celle qu'on a déjà évoquée, de comment faire face à ces changements qui sont source d'injonctions contradictoires, on l'a tous bien compris, et comment nous, professionnels, conservateurs, régisseurs, scénographes, opérateurs d'achat de l'État, nous sommes conduits à faire évoluer nos référentiels, à repenser nos métiers au quotidien, mais aussi plus largement les valeurs et les missions du musée. Et Camille, dans le rapport que vous avez donc écrit, Les musées face aux effets du changement climatique, rapport sur l'adaptation, les musées face aux effets du changement climatique et les logiques d'adaptation, tu dis, je te cite, qu'il s'agit aujourd'hui de changer de lunettes pour considérer un futur incertain, profondément différent du monde d'hier et d'aujourd'hui. Et dans l'ouvrage, nous nous sommes appuyés justement sur de nombreux exemples de l'engagement concret des acteurs culturels, notamment de grandes institutions françaises, mais pas que, pour illustrer ce changement profond de paradigme. Mais on a notamment tenté, tu disais tout à l'heure, on se posait beaucoup de questions, on a tenté de répondre à plusieurs questions. Comment concilier conservation des collections et durabilité, on va y revenir. Identifier les leviers et reconnaître les freins. Orienter nos pratiques vers une conservation plus sobre. En somme, quelle carte, pour reprendre le mot de Neil MacGregor, quelle carte jouer pour faire du musée un acteur engagé de ce renversement de la méthode? Comment embarquer tous les acteurs du musée? Comment, au fond, écologiser le musée? Et reprendre la formule du Bizo Group que j'aime bien, de se dire que l'option verte était toujours la meilleure, greener option first, qui est répétée par le Bizo Group régulièrement. Et Camille, dans le rapport, je te cite à nouveau, tu dis
et je souhaiterais que tu y reviennes, que les solutions techniques d'adaptation représentent une partie du chemin, mais construire sa résilience, c'est avant tout ancrer des changements de comportement, construire des mécanismes de solidarité permettant de répondre aux crises, s'intégrer dans un dispositif territorial en considérant l'aspect systémique du problème et surtout apprendre à considérer l'imprévu comme la norme. Oui, on a dit beaucoup de choses dans cette étude que, avant tout, je vous invite à lire. Hein. Vous la trouvez en ligne, elle n'est pas publiée, mais vous la trouvez en ligne sur le site de Schneider Electric Advisory Service qui s'appelait... Gratuitement. Oui, gratuitement, bien sûr, qui s'appelait, c'est une logique open source qui s'appelait EcoAct, qui est une agence spécialisée dans l'accompagnement des acteurs publics et pas que d'ailleurs privés dans la transition écologique. On a écrit cette étude avec eux. D'ailleurs, je pense que peut-être sur la slide suivante, ouais, voilà. Vous retrouvez, je pense, je ne sais plus si on voit leur logo, peut-être pas, mais bon, voilà, c'est sur leur site que vous la trouvez. Et cette étude, on l'a écrite. Alors nous, les augures, notre métier, notre mission, c'est d'accompagner le secteur culturel dans sa transition écologique, sa capacité d'adaptation et d'innovation. Et jusqu'à présent, on était vraiment davantage sur des accompagnements à la transition écologique et donc dans des logiques d'atténuation. C'est-à-dire on aidait vraiment les structures, les musées, les théâtres, les territoires qu'on accompagne à réduire essentiellement leurs émissions de gaz à effet de serre, à mettre en place des mesures sur comment on réduit les impacts liés aux mobilités, comment on réduit la consommation d'énergie. Donc là, c'est ce qu'on appelle être dans une logique d'atténuation, de transition écologique. Mais comme nous, notre rôle, c'est vraiment d'être au plus près des enjeux des acteurs culturels, des enjeux liés à l'évolution du climat, il nous a fallu nous positionner sur cet enjeu d'adaptation, puisque aujourd'hui, vous en faites tous le constat, l'expérience, les aléas climatiques sont de plus en plus nombreux, le climat est de plus en plus inattendu, et les musées sont d'ores et déjà confrontés à des événements climatiques extrêmes qu'ils sont amenés à devoir faire face. Et donc l'enjeu d'une stratégie d'adaptation, c'est de préparer ce risque climatique qui est déjà là et d'avoir une série de mesures pour y faire face. Et on considère qu'aujourd'hui, une stratégie complète de transition doit avoir un volet qui parle d'adaptation. Et c'est le cas de certaines, peu à peu, certaines structures culturelles l'intègrent. Je pense au Centre des Monuments Nationaux. Comme ils ont beaucoup de sites à gérer, de sites patrimoniaux, c'est normal qu'ils soient un peu tête de pont sur cette question d'adaptation, puisque leurs sites sont très exposés dans divers territoires, puisqu'il y a bien sûr en France des territoires très inégalement exposés. D'ailleurs, je pense que j'ai dans mes slides... La TRAC. Alors la TRAC, c'est la trajectoire en gros d'évolution du climat telle que la projettent les scientifiques. Et vous voyez qu'en France, on va vers une trajectoire à plus 3 degrés. Non, plus 4 degrés. Dans le monde, c'est plus 3 degrés. Nous, en France, on se réchauffe plus vite que le reste du monde et de l'Europe. On sera à plus 4 degrés. Mais en France, il y a aussi des disparités d'évolution du climat. Bien sûr, vous vous en doutez, vous le savez. Le sud est plus exposé à l'augmentation des températures. Certaines régions sont plus exposées à l'augmentation des précipitations. Donc, il y a une typologie de risques climatiques. Mais une structure comme le Centre des Monuments Nationaux a des sites sur l'ensemble du territoire et doit d'ores et déjà penser à comment faire face à des sites inondés, des sites qui ne sont pas visitables parce que trop chaud. En revanche, il y a peu de musées, je pense, qui ont vraiment cette notion d'adaptation déjà inscrite dans leur stratégie, mais tout de même, et c'est en partie ceux avec qui on a pu discuter dans la construction de cette étude. Alors cette étude, elle est basée sur deux piliers qui reflètent les compétences respectives de Schneider Electric Advisory Service et des augures. Schneider Electric Advisory Service, parce qu'ils ont cette plateforme EcoAct Climate Risk Platform, ont une capacité de mesure et d'évaluation d'exposition au risque climatique des différents musées situés sur le territoire français. Et c'est ce qu'ils ont mesuré, et c'est ce que vous trouvez dans l'étude en partie. Comment les musées sont exposés aujourd'hui en France métropolitaine et à quel risque. Et nous, les augures, on a fait cette partie qui est la nôtre. Nous, on travaille avec les professionnels de la culture et des musées. Et donc, on a mené une série d'entretiens
notamment avec Hélène Vassal, qui nous a parlé de la situation au Louvre, mais aussi on a pu parler avec Eva Davio, qui était responsable RSE au Centre Pompidou, Sophie Cornet, responsable RSE à Pompidou Canal, qui n'a pas encore ouvert, donc une situation de musée en cours de configuration. On a parlé avec Mathieu Boncourt, donc là c'est un centre d'art, le Palais de Tokyo, avec Anne Bourgès, qui est conservatrice, ingénieure de recherche, qui elle travaille vraiment au sein d'ICOMOS, donc vraiment sur des enjeux très précis de conservation. Enfin, voilà, une diversité de profils avec qui on a pu constater si justement cette question d'adaptation était prise en compte ou pas prise en compte encore, et comment les risques, les événements climatiques extrêmes affectaient déjà la vie de leur musée et ce qu'ils mettaient en œuvre pour y faire face. Et par cette longue introduction, j'ai complètement perdu de vue, Hélène, ce sur quoi tu m'interrogeais, mais c'était en gros de réagir à tout ça. Donc voilà comment on a procédé. Il y a du coup l'étude, elle est structurée en 3 parties. Il y a d'abord, comme je vous disais, l'analyse de l'évolution de l'exposition. Donc là, c'est basé sur les prédictions scientifiques qui ne sont que des prédictions. Ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas être le même climat qu'on connaît. Ce qu'on sait, c'est que l'année 2024, qu'on a vécue comme une année très chaude, plus chaude que toutes les années qu'on avait vécues jusque-là, sera une année fraîche en 2100. Donc ça, on en est certain. Après, quels vont être les méandres? Des fois, on peut être surpris. On se dit, il pleut plus, c'est pas ce qu'on attendait avec le réchauffement climatique. Donc, ce qu'on sait juste, c'est que le climat sera très imprévisible et que les musées sont aujourd'hui pas du tout faits pour y faire face. C'est-à-dire, ils sont pas à la fois, ils savent pas y faire face en termes de... souvent, c'est des bâtiments qui sont pas adaptés. C'est des vieux bâtiments, c'est des bâtiments patrimoniaux qui donc n'ont pas une très bonne résistance thermique, ou alors même parfois c'est des bâtiments qui ont été construits dans les années 90 où là il semblait que le mémo n'était pas passé sur les réchauffements climatiques, qui sont encore moins efficients thermiquement, mais ils ne sont pas aussi structurés pour y faire face en termes d'organisation professionnelle, en termes de conception de ce que sont leurs missions, leurs compétences. Donc ça c'est ce que montre cette première partie de l'étude. La deuxième partie, on se concentre plutôt sur les impacts observés, et donc plutôt sur effectivement à quel type de risques les musées font face aujourd'hui. Donc on recense comment les musées ont dû faire face à l'augmentation des températures. Pas plus tard que l'été dernier, vous vous souvenez, début juillet, en France métropolitaine, des très grandes chaleurs. Le musée de Nîmes a dû fermer. Le Palais des Beaux-Arts de Lille a installé des transats. Enfin, il y avait différentes façons de s'adapter. Il y a aussi des sites qui ont dû faire face, je pense au musée de Montargis, à des inondations, ils ont dû fermer. Il y a aussi des risques bactériologiques. Enfin voilà, cette deuxième partie recense l'ensemble de ces risques déjà recensés. Et puis la troisième partie, c'est les transformations nécessaires, avec effectivement d'une part des réponses techniques, l'adaptation des bâtiments par exemple, l'adaptation aussi des températures de conservation, mais aussi beaucoup de réponses organisationnelles, puisque par exemple l'augmentation des chaleurs, des fortes chaleurs, ça va surtout amener des conséquences amener des transformations sur les horaires d'ouverture pour les équipes et pour les publics, parce qu'aujourd'hui, quand il fait très chaud, il y a des évanouissements sur le parvis du musée d'Orsay, parce que voilà, sur les visiteurs, mais c'est aussi comment les publics qui gèrent les équipes qui gèrent la billetterie, comment on s'adapte. Là, je peux citer un exemple hors musée, les Rencontres d'Arles, ce festival de photographie qui a lieu en été. Ils ont dû complètement décaler les horaires Alors, ils changent progressivement les dates d'ouverture du festival. Ils ont dû décaler les horaires de montage pour pas que les équipes de production soient exposées aux trop fortes chaleurs. Mais ça veut dire que ça désynchronise complètement les équipes qui gèrent l'événement et les équipes qui font le montage. Donc, ça crée plein de défis d'organisation. Enfin, voilà, c'est ça ce qu'on voulait dire, je pense, Hélène, dans ce que tu as cité, sur le fait que ça allait être surtout des défis d'organisation, des défis de gouvernance, plus encore que des défis techniques, même s'il y a des défis techniques. Voilà. Et peut-être juste j'avais prévu cette slide-là, je ne sais plus où je l'ai mis, atténuer plus adapter. C'est, Lucie, tu as dit quelque chose, tu as dit passer de la question de la transition à la question d'adaptation. Mais en fait, il y a vraiment une chose qu'on essaie de faire passer dans l'étude qui est importante, c'est dire en fait ce qu'on fait aujourd'hui, il ne faut pas arrêter de le faire. Réduire les impacts environnementaux, c'est très très important, parce que dans une France à plus 3 degrés, plus 4 degrés, il sera trop tard pour s'adapter. L'adaptation ne vaut que si on fait des efforts pour juguler le réchauffement climatique.
Il y a une image qui est utilisée, que je trouve très efficace dans les ateliers d'adaptation au changement climatique, c'est l'image de la baignoire qui se remplit. Il faut vraiment éviter que la baignoire déborde. Ça, c'est la stratégie d'atténuation. Donc, en faisant tout ce qu'on peut pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais de fait, elle déborde déjà. On a déjà... la baignoire déborde déjà. Et là, c'est comment on fait pour s'adapter, pour gérer l'inévitable. Comment on fait face à ce climat qui est déjà déréglé. Merci beaucoup, Camille. Merci Camille. Et justement, pour préparer ce moment, on s'était dit que c'était l'occasion ou jamais d'évoquer justement ce qu'on avait travaillé ensemble dans le cadre de ces entretiens. C'était comment un musée aussi complexe, aussi tentaculaire que le musée du Louvre faisait pour s'adapter et gérer l'inévitable. Et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter ce plan d'écologie patrimoniale dont on parle peu au Louvre, mais qui s'intègre dans un projet beaucoup plus vaste de transformation profonde de l'établissement à horizon 2030, 35, 40, et qui est pour nous aussi un formidable levier de transformation. Et on a eu la chance au démarrage de ce travail d'être aidé par toi et par Laurence Perilla, qui nous avait beaucoup aidé à construire à la fois une posture, construire des éléments de langage, construire une concertation. On est passé beaucoup par le dialogue. Et ce qui a été formidable dans ce travail, ça a été l'engagement collectif. Et le fait d'essayer de sortir d'une démarche en silo ou une démarche par métier. Vous avez les conservateurs d'un côté, les régisseurs de l'autre, les documentalistes d'un autre endroit, les installateurs ailleurs. Et pour ceux qui travaillent avec le musée du Louvre, vous comprenez très bien ce dont je parle, ce risque du silotage, et de travailler tous ensemble, et que ce plan d'écologie patrimoniale devienne une ambition collective et un engagement collectif au sein du musée. Et je pense qu'on a réussi dans ce travail à accélérer la stratégie de responsabilité sociale et environnementale que le Louvre avait déjà, puisqu'il avait depuis longtemps déjà, depuis près de 15 ans, un référent RSE, qui est Maxime Cossanel, et que je salue ici, parce qu'il a fait un travail très considérable, et qu'on a pu s'appuyer sur cette culture de l'établissement pour construire quelque chose et une approche plus globale, qui mêlait à la fois le travail et une mission centrale, évidemment, vis-à-vis de nos publics, mais aussi de prendre en compte tous les enjeux environnementaux qu'on a rappelés ici, aussi bien pour le bâtiment ancien, 800 ans d'histoire, qui est plus un palais qu'un musée, mais également le jardin des Tuileries, vous savez, qui fait partie de cet immense domaine dont on a la responsabilité, les collections, 500 000 œuvres, mais également la mobilisation de ces plus de 2000 agents et de l'ensemble de ses partenaires. Donc c'est tout un écosystème qu'on a essayé de travailler en articulant à la fois le temps long du musée, ce qui est sa raison d'être, sa vocation patrimoniale, et le temps court des urgences opérationnelles qu'on connaît tous dans n'importe quelle structure muséale, qu'elle soit grande ou petite en termes d'échelle ou de typologie des collections. Et donc il a fallu essayer de trouver un juste équilibre entre conservation des collections et innovation, en assumant les potentiels dilemmes. Je prends par exemple un exemple formidable qui est celui de la pyramide, que vous connaissez tous. Magnifique ouvrage technique dont aujourd'hui on peut se poser des questions à l'aune des enjeux d'adaptation, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, c'est devenu une véritable cocotte minute et extrêmement difficile à gérer, notamment pendant les périodes estivales, et aussi au regard du visitorat du Louvre, passé en moins de 20 ans de 3 à 4 millions de visiteurs à près de 10 millions. Donc on est tout le temps pris dans ce travail d'équilibre à trouver, donc d'immenses
d'immenses défis, à la fois répondre aux exigences d'une fréquentation qui continue à être en hausse, accueillir des visiteurs et des publics que l'on a souhaité de plus en plus larges pour organiser des rencontres avec les œuvres et les collections, et bien sûr remplir notre mission citoyenne de transmission et d'éducation. Vous savez que le Louvre accueille plus de 500 000 scolaires par an, tout en atténuant l'impact du réchauffement climatique sur un bâtiment aux usages extrêmement complexes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'écologie patrimoniale ou de plan d'écologie patrimoniale au musée du Louvre, et vous nous aviez aidé à réfléchir là-dessus. C'était vraiment intéressant ce qui ressortait de ce travail collectif. C'était pour nous la mise en œuvre constante d'impératifs d'adaptation et de nouvelles solutions face aux défis technologiques de notre époque. En fait, c'était construire un écosystème et un plan d'action. C'est-à-dire que ce n'était pas juste de grands mots, mais aussi très concrètement être capable de construire ensemble des actions qui nous permettaient de concilier à la fois un enjeu de sobriété, de résilience du bâti et de performance, puisqu'il faut rester performant dans l'accueil, performant dans les critères, les consignes de conservation pour rendre pérenne notre patrimoine au service de nos missions de service public. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on fait dans le cadre des dynamiques nationales qui se sont mises en place en France, aussi bien sur des questions de médiation que sur des questions d'économie d'énergie, de gestion des déchets et de politique sociale. Il y a eu de nombreuses réussites sur lesquelles on a d'ailleurs peu communiqué. Sur la gestion durable des déchets, on a réduit de 6% le tonnage global des déchets produits par le musée. On a développé la biodiversité dans le jardin des Tuileries. On a notamment revégétalisé les fossés Saint-Germain. Et on a obtenu, on en est très fiers, en 2025, le label Éco-Jardin. On a réutilisé notamment des matériaux des expositions. On a travaillé bien sûr à l'inclusion dans le cadre de nos politiques sociales. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont concernées aujourd'hui par les projets de démocratisation culturelle au Louvre. Et puis, ça date d'hier, on vient d'obtenir le label numérique responsable. Tu vas être contente, de niveau 2, c'est-à-dire qu'on est bon. Et à la fin de l'année dernière, on a signé le BISO Green Protocol qui nous engage sur la revue de nos valeurs d'humidité relative et de température, donc à faire tout un travail sur le climat, notamment dans nos réserves au centre de conservation du Louvre à Liévin. Donc on a fait de ce travail un levier vertueux. On a mobilisé les agents. Je vais te prendre le petit cliquet. On a travaillé, on a constitué 7 groupes de travail dans une démarche co-construite et participative. Les chantiers ont été portés par une dizaine de directeurs ou de directeurs de support ou de directeurs de département scientifiques, avec une vingtaine de pilotes par projet et 200 participants. À l'échelle du Louvre, c'était très important. Et on a pu voir l'engagement très concret dans cette dynamique collective. Ici, je vous ai mis un petit exemple du travail qu'on a fait sur la conservation durable des collections. On s'est beaucoup inspiré des petits tips que nous avaient donnés nos amis des augures pour travailler notamment sur les fiches actions préconisées par les augures et qui ont été effectivement très efficaces et qui nous ont permis, sur cette question, je pris cet exemple, j'aurais pu en choisir d'autres, c'est mon cœur de métier, donc je m'en inspire beaucoup. Sur le volet de la conservation durable, donc très concrètement, des actions pratiques autour de l'usage des matériaux et des mobiliers muséographiques pour permettre et faciliter le réemploi autour de nos collections. Travailler aussi les questions de cycle de vie des matériaux
prévoir aussi le réemploi des emballages, mieux gérer nos déchets et pratiquer le don aussi, qui est quelque chose qui est désormais très ancré dans les pratiques muséales. On peut le saluer. Sur les questions de climat et de lumière, c'est un travail à très long terme qui consiste à développer des stratégies d'adaptation dans le palais. On ne peut pas tout climatiser, on le sait, et tout le faire de manière correcte. Donc il faut trouver des stratégies, moi j'appelle ça des stratégies adaptatives dans la présentation de nos collections et accepter de faire évoluer nos normes de conservation. Et on ne peut le faire que dans une approche pluridisciplinaire. On a aussi essayé de favoriser, c'est très important, c'est un des sujets de Lucie, favoriser la recherche, favoriser la prospection, favoriser la formation. Donc on a tout un plan de formation de notre collectif de travail. On participe à plusieurs projets. Tu évoquais tout à l'heure Anne Bourgès, ICOMOS et le travail qu'on fait au C2RMF. On est engagé dans un très beau travail autour du cycle de l'eau dans le patrimoine, un projet qui s'appelle Refresh. Et on est pilote sur ces questions, aussi bien pour le travail dans les jardins, dans le jardin des Tuileries, qu'à l'intérieur du palais. Donc je voulais revenir sur ce travail parce qu'on en parle peu, on en est très fiers. Et pour y parvenir, on s'est vraiment fait aider et on a essayé d'être sur des logiques, je le dis encore une fois, pluridisciplinaires et qui aussi font aussi l'écho de l'ouvrage. Cet ouvrage, il n'existe que parce que on était chercheurs, on était professionnels, on était praticiens de la culture et qu'on avait envie de se réunir autour de ces questions. Merci beaucoup, Hélène. Donc, effectivement, oui, non seulement entre chercheurs et praticiens, mais aussi à l'intérieur du musée, faire en sorte que chacun fasse son métier, en fait. Le fasse en éco-responsabilité, en tenant compte des enjeux à la fois d'atténuation, d'adaptation, de sobriété, de régénération, le cas échéant, mais aussi en reconnaissant les légitimités mutuelles de ceux qui sont du côté de l'administration, de la programmation, de la conservation, de la direction, de la médiation, de la production, et puis aussi ces acteurs semi-extérieurs au musée, mais qui sont des compagnons de route, que sont les scénographes, les transporteurs, les socleurs, les aménageurs, etc. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait dire dans ce livre, parce que sans doute qu'un des freins au musée, c'est de savoir si c'est uniquement le scientifique ou le gestionnaire qui doit décider. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens parce qu'encore une fois, un musée est un organisme et ça n'est qu'en considérant que c'est un organisme vivant qui peut aussi se régénérer et participer à la régénération qu'on pourra faire en sorte que ça reste un commun positif et non pas uniquement un commun négatif qui coûte en énergie, qui coûte en gestion, qui coûte par rapport à ce qui pourrait être plus prioritaire dans des situations d'urgence ou de crise. Et résister pour nous, parce que de fait, on rentre aussi dans une phase où il n'y a plus de consensus à l'échelle internationale sur le fait que lutter contre le dérèglement climatique et s'y adapter est une priorité. Rentrer en résistance, c'est faire notre métier, tous ensemble, chacun à notre place. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se passe à différents endroits. Merci beaucoup à tous et toutes. On a un peu de temps pour des questions. Bonjour, je m'appelle Dainava, je viens du Jardin botanique de Montréal. J'ai une question, on parle beaucoup de transition socio-écologique, donc on inclut l'humain, notre interdépendance, interconnexion avec la nature qui nous entoure. Je me demande, comme souvent le public ou les citoyens et citoyennes nous demandent de se positionner politiquement sur certains enjeux climatiques où on a de l'appui ou de support monétaire de certains fournisseurs qui sont polluants ou qui n'ont peut-être pas la transition socio-écologique en tête. Donc, comment aborder ces sujets-là? Parce que je pense
au Planétarium de Montréal, on a été subventionné par Rio Tinto Alcan, qui est un producteur d'aluminium, qui font de la déforestation dans le sud dans l'Amérique du Sud. Donc, c'est comme comment aborder ces sujets-là. Il n'y a pas de solution unique. Hein. Moi, je suis une ancienne professionnelle de musée avant de devenir universitaire. J'ai été très souvent confrontée à ces questions en tant que secrétaire générale du musée d'art moderne. C'est une vraie question. C'est-à-dire que, en fait, le vrai sujet, c'est qu'il faut l'anticiper. Parce qu'en fait, on n'invente pas une règle éthique une fois qu'on est au pied du mur budgétaire. C'est pas vrai. Donc, en fait, dotez-vous de chartes en amont. C'est-à-dire, c'est au moment où vous allez avoir besoin des 100 000 euros qui manquent pour boucler l'expo que vous allez être obligé de dire oui si vous n'êtes pas préparé à dire non. Et donc ça, c'est l'anticipation, anticipation, anticipation, avec quelques axes clairs, qui est que, en fait, vous ne pouvez pas avoir des mécènes qui vont subventionner des projets où vous rendez accessible au grand public des vérités scientifiques qui vont à l'encontre de leur action. Mais ça se prépare le plus en amont possible. Je voulais juste dire, une fois on a fait, ICOM France avait fait un webinaire sur ces questions de manière large. Il y avait quelqu'un du Brésil qui était intervenu, le musée de demain à Sao Paulo. Et elle nous avait expliqué que eux, comme ils n'avaient pas de financement public, ils étaient obligés de faire affaire avec des entreprises qui n'étaient pas éthiquement responsables. Mais l'enjeu de survie, et puis dans le cas du planétarium, c'est aussi historique. Avant d'arriver à toutes ces questions auxquelles, donc il y a des, vous devez gérer un patrimoine, en fait, une historicité. Donc comment on fait pour faire face à cette contradiction? Et c'est pas évident. Mais on se rend compte que la place éthique de ces entreprises-là, elle n'est pas débattue de la même manière à travers le monde en fonction de la situation des musées et de leur support politique, etc., économique. Je ne sais pas si ça répond, mais dans le cas du planétarium, il y a un historique. C'est difficile de se détacher de ça, en fait. Hein. Mais il faut l'expliquer et puis le reconnaître. Et puis je pense que ce qui sort dans la plupart de tous les exemples, il y a toujours des contradictions. Et on passe notre temps à essayer de trouver un fil pour tenir en équilibre autour de ces contradictions. Mais on est... Voilà. J'ajouterais un élément parce que je pense que les choses sont aussi différentes selon que vous êtes un musée d'art, un musée de sciences. Et moi, j'ai un tout petit peu affiné cette réflexion-là en discutant beaucoup avec la directrice de notre musée, celui du Conservatoire national des arts et métiers, le musée des arts et métiers, qui a, comme le planétarium, une très ancienne histoire de dialogue avec l'industrie. Qui notamment lui fournit une partie de ses collections, etc. etc. Pour les musées d'industrie, de technique, de sciences, etc., c'est fondamental de faire en sorte de poser scientifiquement la controverse, y compris dans le dialogue avec ces industries. Donc je pense que la situation elle est un peu différente selon qu'on est dans une logique de financement pur, de mécénat, de Total, pour ne pas les citer, qui aurait été ravi de financer l'art contemporain iranien au musée d'art moderne, voilà, ou du cas où vous êtes effectivement, vous exposez des questions qui peuvent impliquer un dialogue parfois rugueux et en restant sur les principes scientifiques qui peuvent être les vôtres avec l'industrie. C'est deux choses différentes, je pense. Vous avez répondu aux questions que je me posais, donc. On a le temps pour une dernière question? Rapide. Vous avez un micro juste là. Bonjour et merci beaucoup pour la qualité de vos interventions respectives. J'avais une question, vous avez parlé de participation citoyenne et je voulais savoir si vous aviez un exemple ou un regard de travail justement avec les citoyens, un collectif, une expérimentation. Nous, enfin, il y a le même, hein, tu peux en parler du même? Le même à Montréal, donc Mémoire des Montréalais, je pense que c'est un bon exemple, effectivement. Je n'ai pas toute la jeunesse du projet, mais l'exposition qui est présentée aujourd'hui, c'est vraiment la somme de toutes les concertations qui ont été faites avec les gens de Montréal, les citoyens et les citoyennes de tous horizons. Et on ressent profondément cet investissement de temps, d'effort dans le résultat final. Moi, quand je visite ce musée-là, qui est d'ailleurs mon préféré, il y a quelque chose qu'on ressent vraiment par rapport à ça, et ça fait la différence. Ouais. Mais la forme que ça a pris,
je vous laisserai contacter Catherine Charlebois ou bien la directrice du même, mais pourra mieux vous expliquer. Mais c'est vraiment intéressant, la démarche qu'ils ont eue est très, très engageant. Ouais.